au sein du cabinet Altige et fondatrice de l'association Dataring France. Est-ce que vous m'entendez? Il faut que vous activiez votre micro. Et voilà. Vous m'entendez tous? Bonjour à tous. Oui. J'étais en train de dire, je suis très fière de vous tous parce que vous nous faites honneur. Donc aujourd'hui, je vous remercie d'accepter d'avoir participé si nombreux, notamment en ligne et en présentiel, à ce deuxième Café IA. Alors, qui sommes-nous? Parce qu'il faut toujours démarrer par le qui sommes-nous. Nous sommes une association qui est reconnue d'intérêt général. Nous œuvrons depuis 7 ans sur la défense des libertés et cultures numériques. Et aujourd'hui, nous faisons notre deuxième Café IA, qui est soutenu par le Conseil national du numérique, que je salue au passage, mes partenaires tels que Groupama, tels qu'Altige Avocat, tels que Trust by Design, Totem, Criteo, le groupe Fauché, le groupe Edenis et tous ceux que je ne peux citer aujourd'hui, mais qui rendent ces rencontres possibles. Pourquoi c'est important? C'est important d'avoir fait ce choix du deuxième Café IA autour de la création parce que c'est ce qui va nous définir. On met l'art dans les maisons, nous l'expulsons pourtant de nos vies. Alors on apporte les machines chez nous, nous vivons avec, et maintenant que les machines sont là, on a trouvé peut-être une nouvelle façon de nous distraire. Elles hallucinent, mais peut-être que nous hallucinons davantage qu'elles. Alors aujourd'hui, c'est de se demander comment on va se préparer au meilleur avec l'art. Et finalement, et je voudrais remercier ceux qui sont présents, qui ont accepté de jouer le jeu, ces jeunes artistes que vous allez écouter, ces jeunes avocats, ces juristes en devenir, ces talents qui sont là pour permettre que les choses se fassent et ne se défassent pas. Alors, une première question, c'est qu'est-ce que l'œuvre? Et Gérard Haas, qui a accepté, qui m'a fait l'amitié d'être présent, nous en parlera. Vous avez Jacques qui vous expliquera aussi, eh bien finalement, qu'est-ce que l'auteur dans tout cela face à l'IA, face à la machine? Qu'est-ce qu'un input? Qu'est-ce qu'un output? Qu'est-ce qui détermine la création en amont, en aval? Qu'est-ce qui est assisté? Qu'est-ce qui est généré? Et puis enfin et surtout, on va parler également de la rémunération. Qui est rémunéré et comment? Est-ce qu'il y a une gestion individuelle? Est-ce qu'il y a une gestion collective? Est-ce qu'on peut garantir la transparence des bases de données d'apprentissage? Est-ce que le rapport de force, parce qu'il est toujours question de rapport de force, parce que le droit articule des enjeux contraires, est-ce que le rapport de force, il est égal? Est-ce que l'on peut garantir cette transparence? Et est-ce qu'on peut garantir un partage de la valeur? C'est là-dessus qu'on va vous écouter. Et puis j'ai envie de vous dire que, et je remercie absolument Antoine d'avoir été à l'initiative de ce deuxième Café IA, surtout sur la musique. Et j'ai envie simplement de vous dire que la musique, c'est peut-être le plus absolu de tous les arts et qui va nous apporter quelque chose, parce que c'est ce que Jean Kelevich disait, ce je ne sais quoi, ce je ne sais rien, et on va parler d'intention, on va parler d'interprétation, et on va se poser une seule et petite question. Eh bien, c'est de savoir si, avec l'IA ou sans l'IA, est-ce qu'on peut jouer au-delà de la partition? Et maintenant, c'est à vous, Antoine, et vous nous faites honneur. Et un grand merci pour vous tous de nous soutenir. Ce n'est pas toujours facile, mais on est là, et on est là surtout pour vous. Eh bien, merci à vous, France, pour cette très belle introduction. Comme vous l'avez très bien souligné, l'IA, au-delà, je pense que vous le savez ici, que vous soyez en présentiel ou en distanciel, bouleverse le fonctionnement de plusieurs secteurs. En première ligne de mire, notamment, le secteur artistique. Alors, c'est pour ça que dans cette présentation, nous allons nous attarder sur le secteur culturel. Quel impact sur le droit d'auteur, avec des questions à la fois en amont de la création, avec les œuvres protégées utilisées par l'IA pour produire du contenu, et des questions juridiques en aval, avec la question de la qualification d'œuvres, de la titularité. Est-ce que l'IA peut être qualifiée d'auteur? C'est des questions qu'on peut être amené à se poser. Et nous verrons ces différentes problématiques avec Jacques, mais également avec des avocats spécialisés en propriété intellectuelle qui interviendront sûrement en distanciel. Et donc, pour commencer sur ce bouleversement de l'IA, d'un point de vue non juridique, mais plus contextuel, j'aimerais démarrer sur, alors justement, sur un premier exemple en introduction ici juridique, sur un procès qui s'est ouvert le 9 juin, donc c'est très récent, devant les tribunaux de Londres et qui ont opposé deux grands acteurs, à savoir la banque d'images Getty Images, que vous connaissez certainement, et la société Stability AI, qui développe une IA assez bien connue, une IA générative d'images qui s'appelle Stable Diffusion, et un contentieux dans lequel Getty Images reproche à Stable Diffusion d'utiliser du contenu protégé, possédé par la société Getty Images. Alors pourquoi ouvrir avec ce contentieux? Deux aspects selon moi très importants. Le premier, c'est que
cette affaire cristallise un débat, un affrontement entre deux camps, celui des fournisseurs d'IA qui ont un besoin de données, des données de qualité fraîche, des données de qualité pour éviter la dégénérescence de leur modèle, mais favoriser l'innovation. C'est d'ailleurs le point de vue qu'a adopté les États-Unis avec notamment cette liberté, si je puis dire, sur cette approche de dérégulation en faveur de l'innovation. Et l'autre camp, celui des auteurs, celui des ayants droit, celui des créatifs, qui militent pour une protection du droit d'auteur, ce qui passe par une juste rémunération de l'exploitation de leurs œuvres notamment. Et donc c'est ce jeu d'équilibriste auquel doit faire face actuellement l'Union européenne, qui se situe à mi-chemin donc entre deux principaux lawmakers, donc les États-Unis dont je parlais, avec un enjeu de dérégulation, la Chine de l'autre côté avec un contrôle plus poussé, et l'Union européenne qui se situe entre les deux. Alors nous le verrons, nous avons des dispositions européennes et des dispositions françaises applicables que nous appliquerons et détaillerons sur ce sujet. En attendant, j'aimerais avancer sur d'autres contextes. Retour écran. Attendez 2 secondes. Je vais afficher la disposition qui n'apparaît pas à l'écran. Hop. C'est vrai que si vous ne voyez pas l'actualité, c'est peut-être moins parlant. Lire à partir de la dispositive actuelle. Hop, je vais vous partager l'image tout de suite. Hop. Voilà. Voilà, donc cette actualité dont je parlais sur Getty Images contre Stability AI. Pour commencer et illustrer d'un point de vue plus pratique le bouleversement actuel de l'IA et son développement à vitesse exponentielle, je voulais vous prendre un exemple très très récent de fin mai 2025 avec la présentation par Google de son nouveau modèle d'IA génératif de vidéo accompagnée de son. Donc c'est une belle avancée en la matière. Je vous propose de regarder la vidéo, hop, et d'en parler après. Hop, 2 secondes, je vous partage également l'audio. C'est l'histoire de quelques secondes. Avec du son, c'est toujours mieux. Hop, et là, normalement, vous avez du son. I'm one with nature now. Nature would prefer some personal space. Donc vous voyez qu'on est quand même sur une utilisation The microfilm is in your ticket. plus poussée que ce qu'on connaissait jusqu'ici. They're watching the north exit. Use the service tunnel. According to this old sea chart, the Lost Island isn't myth. We must prepare an expedition immediately. Where were you on the night of the bubble bath? Alors ce que vous venez de voir, donc, c'est un extrait de la vidéo de présentation du dernier modèle de Google VO3, donc très réaliste et une des versions les plus poussées que l'on connaisse actuellement. Et je voulais également parler du bouleversement donc, dans le secteur culturel en se focalisant d'abord sur la musique. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a un chiffre, celui de 18%, qui vous dit sûrement pas grand-chose, et qui correspond en réalité au nombre de morceaux ajoutés quotidiennement sur Deezer et générés par IA. Ce qui représente donc presque 1/5 des morceaux ajoutés par jour, soit environ 20 000 titres sur les 150 000 nouveaux titres quotidiens ajoutés. Donc, ce chiffre date d'avril, notez bien, donc on est en avril à ce stade. Le pourcentage a sûrement augmenté depuis, puisqu'il a augmenté depuis janvier. Et alors, pour nuancer également, les plateformes de streaming musical comme Deezer et Spotify ont depuis utilisé des outils mis en place, des outils de surveillance, afin d'écarter les morceaux générés par IA de leur playlist ou des recommandations algorithmiques. Concrètement, vous écoutez le dernier album de... Par exemple, on est à Toulouse, donc je vais dire Claude Nougaro. L'album se finit, le Spotify ne va pas vous rediriger derrière vers un morceau généré par IA. Ce qui permet de préserver notamment l'intérêt et la mise en lumière des morceaux générés par un humain.
Une deuxième statistique applicable à la musique, c'est la perte de revenus des créateurs de musique estimée. Un risque de perte estimé à 24%. Ce risque est représenté par la menace de l'IA générative d'ici 2028. Donc une perte qui correspondrait, une perte de revenus, à une perte cumulée de 10 milliards d'euros sur les 5 prochaines années et une perte annuelle de 4 milliards d'euros en 2028. D'où la nécessité de commencer dès à présent à encadrer l'usage de l'IA générative. Enfin, un dernier chiffre applicable au secteur de la musique. Toujours selon la même étude du CISAC, vous avez la taille du marché, l'évolution de la taille du marché de la musique produite par l'IA générative sur les prochaines années. Donc vous voyez qu'en 2023, on était à 1 milliard, ce qui est quand même déjà un chiffre significatif, et qu'on serait à 16 milliards en 2028, donc x4 entre 2024 et 2028, ce qui est quand même assez significatif. Alors l'IA dans la musique, concrètement, en quoi ça consiste? On a deux outils qui se démarquent, les outils Suno et Udio, qui sont des outils d'IA générative. Donc, alors, l'IA générative, je pense qu'ici, vous savez tous ce que c'est, mais à titre de rappel, l'IA générative, et l'IA de manière générale, c'est un algorithme ayant une fonction probabiliste qui va donc donner un résultat qu'elle estime être le plus fiable selon la base de données d'entraînement, des données qu'elle a collectées, parfois libres de droit, parfois protégées, et selon la demande de l'utilisateur, ce qu'on appelle plus précisément un prompt. Suno et Udio, donc c'est des IA génératives, mais sur l'aspect composition musicale. Alors, on va vous mettre un exemple de morceau qu'on a généré avec l'IA Suno en même pas une minute. C'est un morceau de jazz, donc vous pouvez choisir d'inclure ou non des paroles. Alors, au niveau des paroles, ça reste assez léger et perfectible. On est loin de l'écriture d'un humain, mais au niveau de la composition musicale, c'est assez bluffant. Alors, les plus pointus d'entre vous trouveront sûrement que ça manque d'âme ou que un manque d'imperfection, notamment au niveau des notes. Et souvent, c'est les imperfections qui subliment certains morceaux. Donc, vous le verrez sur les prochains slides. Un premier cas, donc très récent, du 10 juin. Donc, on a une actualité sur notamment Suno, un partenariat entre Suno et le producteur très connu américain Timbaland, qui a signé dans son label ce qu'on appelle un AI artist, c'est-à-dire un artiste IA. Alors, l'histoire nous a montré que la plupart des IA d'artistes ne sont pas très réussis. On a un exemple d'un rappeur qui avait été un rappeur IA généré par je ne sais plus quel major, je crois Universal, mais je ne préfère pas me tromper là-dessus, une major, et qui a très vite été supprimé des plateformes pour avoir tenu des propos polémiques, des propos racistes, voire antisémites. Donc, on était sur une génération de paroles totalement aléatoire, ce qui ne présage, je pense, rien de bon à ce niveau-là, excepté si cet IA artiste est en réalité, et ce qui risque d'être le cas, je pense, peut-être, l'usage tout simplement de Suno avec un être humain derrière qui entre un prompt et qui génère un morceau et le retravaille derrière. Donc là, je vais vous projeter un morceau de jazz qu'on a créé avec l'IA Suno. Je ne sais pas si vous l'entendez. Donc Suno génère aussi une pochette d'album et un titre. Alors on a tout simplement entré un morceau de jazz reposant, joué dans un club de jazz du quartier de Harlem à Manhattan. C'est pas non plus un prompt très détaillé, mais vous voyez que le résultat est assez bluffant. Je vais juste basculer sur un mode de présentation pour le prochain slide. Hop. Je vais vous partager. Tac. OK. Donc ici, je le disais, Suno permet de générer aussi des pochettes d'albums. C'était assez basique, vous l'avez vu dans la slide précédente. Ici, je vous ai mis deux illustrations de pochettes d'albums. Alors, ça n'a pas été généré par Suno, ça a été vraiment retravaillé par ce qu'on appelle des IA artistes, donc des artistes utilisant l'IA dans leur processus créatif. Je vous ai mis deux pochettes d'albums bien connues. Celle à gauche, celle du rappeur américain Lil Yachty, sortie en 2023, et à droite, celle sortie la même année du beatmaker Kosei. Donc le titre du projet très parlant AI, et je trouvais cette pochette particulièrement intéressante puisqu'elle comporte plusieurs anomalies, alors que vous ne voyez peut-être pas dans la salle, mais il y a notamment des chiens qui fusionnent avec des êtres humains, des proportions pas très réalistes, ce qui montre un peu les défauts, les points négatifs de l'IA lorsqu'elle n'est pas pleinement retravaillée derrière, même si elle s'améliore à vitesse grand V. Ici, je vous ai mis un exemple de vidéoclip assez parlant d'un rappeur français bien connu, du nom de Luther,
Un clip qui a été réalisé par l'IA, donc travaillé par une équipe avec l'IA. Je vous mets tout de suite un court extrait. L'angoisse a pris des rides, on s'est aimé au prétérite. Je fais que être une légende, fuck fit, j'ai perdu ma B et élite. Je capte ceux qui parlent mal, un paquet de clubs, des cartons dans mon cartable. Pas trop par clash, je suis un garçon du portable. À la fin je serai tricard sur mon Bartman. Dans le poiret de 6 000 mensonges. À faire fallait voir ce que j'étais prêt. Je me rappelle de mon rêve d'hier soir. Fallait y être, fallait voir comme j'étais frais. Je sais pas, vraiment pas protégé. Mais je peux vous assurer que c'est assez impressionnant. L'angoisse a pris des rides, on s'est aimé au prétérite. Alors à distance, je fais que être une légende, fuck fit, j'ai perdu ma B et élite. Je capte ceux qui parlent mal, un paquet de clubs, des cartons dans mon cartable. Pas trop par clash, je suis un garçon du portable. À la fin je serai tricard sur mon Bartman. Dans le poiret de 6 000 mensonges. À faire fallait voir ce que j'étais prêt. Je me rappelle de mon rêve. Et qu'on a eu de grosses avancées depuis en la matière. Et que le résultat est franchement assez bluffant, assez déjà bluffant. Enfin, comment ne pas parler de la création artistique, création graphique. Alors ça, c'est un exemple que vous connaissez tous, c'est la génération d'images par ChatGPT. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a saisi un prompt qui ne mentionne à aucun moment le Seigneur des Anneaux. Pourtant, l'image générée, enfin le prompt est assez précis, de sorte à influencer l'IA et nous générer une image qui est clairement inspirée du Seigneur des Anneaux. On voit même l'œil de Sauron en haut de l'image, qui est un élément déterminant de la trilogie. Un autre exemple ici avec Ghibli, donc vous avez sûrement entendu le cas Ghibli dans les précédents mois, donc cette génération d'images à la manière du studio Ghibli, tout le monde s'y est mis, que ce soit les différents gouvernements ou autres. Donc il y a un exemple classique ici, créez-moi une image représentant une fête d'anniversaire dans le style de Ghibli. Donc on voit que le rendu on reconnaît clairement la patte du studio. Et avec nous dans la salle, nous avons justement, pour parler des différents cas d'usage, 3 artistes que j'invite à venir sur scène. Donc nous avons un rappeur toulousain, rappeur, artiste et créateur de clips à l'aide de l'IA, Silver. Nous avons Manling, qui est également artiste qui utilise l'IA, et Amin Rachad. Je vous invite à venir sur scène. Vous pouvez les applaudir. Tenez, je crois que votre micro fonctionne. Bonjour à tous, vous allez bien? Oui, on va illustrer avec vos réalisations. Silver, donc toi, pour commencer par toi, tu es donc artiste-rappeur, on peut dire? C'est ça, je suis auteur, compositeur et interprète. Ouais. Tu as sorti un projet en fin d'année dernière sur le label de This Is La Peste. C'est ça, Sublime. C'est une coprod en fait. Ok, voilà. Ouais. Et tu es assez proche de Luther, qui est également signé au sein de ce label. Avec qui j'ai pu faire du coup sa tournée là, cette année. Ok. Voilà. Et tu utilises justement pas mal l'IA pour générer des vidéoclips, que ce soit les tiens ou ceux d'autres artistes à la demande. C'est ça. En fait, au tout début, moi j'en ai généré un pour moi, pour illustrer l'univers artistique que je développais à ce moment-là. Et puis il se trouve que j'ai eu des retours et des gens m'ont proposé après de bosser pour eux, notamment ce clip-là, qui est pour une artiste qui s'appelle Surprise, qui est proche de mon entourage, avec qui j'ai travaillé pour cette réal. Ok, je vais lancer cet exemple. J'espère qu'il ne va pas donner un rendu assez saccadé pour que vous ayez une idée assez proche du résultat final. Alors tu m'as dit avant que ça commence que tu avais travaillé plus de centaines d'heures sur ce clip. Ouais, c'est très très bon. Quand est-ce que je vais j'ai dû passer t'aimes trop mais jamais tu les préfères. Et concrètement, comme toutes ces moi avec les serpents et les termes. Moi pour l'instant j'utilise que des IA qui sont hébergées sur des serveurs d'entreprise. C'est des IA auxquels on accède en payant dans un mois. Donc notamment il y a Midjourney qui est assez connu, qui permet de faire de l'image statique. On a Runway qui permet de faire des images de vidéo. Et plus récemment Sora aussi. On fait la paire comme Bob et Patrick, on fait de la très très bonne musique. Il pose sa tête sur mon torse squelettique, il est beau même sur les pics, comprend un grand smile, énergie bitch. Pas jalouse de toutes ces petites bitches qui te bavent amour et voudraient partir sur un cheval, faire des bisous et des pique-niques. Je sais que tu préfères l'orage, les décors apocalyptiques.
c'est une bonne question. En fait, moi, l'appellation IA artiste m'interroge parce que déjà, ça avait été un gros débat sur Twitter quand le clip de Luther était sorti. Il y a des gens qui contestaient ce statut parce que l'IA ne fait que prendre, voyer, en fait, comment quelqu'un d'artiste IA puisqu'il utilise une technologie de vol. Et puis, en fait, au fur et à mesure que je travaillais, je me suis rendu compte que, en prenant en référence des artistes IA, qui avaient une patte suffisamment définie pour que je les qualifie d'être des artistes et qui avaient vraiment un style particulier. Dans mes prompts, je disais moi-même d'utiliser, selon le style de Doupidou, par exemple, qui est un artiste IA que j'affectionne, sors-moi des images dans ce style-là. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des artistes qui arrivent à développer une patte et une identité graphique en utilisant cet outil-là. Donc pour moi, l'appellation artiste IA, elle n'est pas complètement déconnante. Et justement, hein, par rapport à cette utilisation de l'IA, quels avantages en tires-tu et quels inconvénients, tu dirais, à ce stade, c'est-à-dire en utilisant l'IA? Est-ce que tu trouves des inconvénients C'est hyper chronophage, ça coûte beaucoup d'argent aussi parce qu'il y a des crédits, un système de crédit. En fait, les abonnements te donnent accès à des crédits par mois qu'il faut investir dans des rendus. Donc ça prend beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Et il y a pas mal de déchets aussi. Pour le moment, c'est pas encore très contrôlable. Il y a des moyens d'arriver au résultat qu'on veut, mais c'est une génération sur 5 qu'on va garder et un petit bout. Et donc, voilà, ça pourrait être améliorable. Il y a des process qui permettent, par exemple, dans le clip de Luther, ils ont travaillé une scène en 3D avant pour pouvoir préparer des rendus et nourrir leur IA avec ces rendus-là. Mais moi, dans ma pratique à moi, je dirais que c'est ça pour principalement le plus gros défaut. Et peut-être aussi un besoin de puissance au niveau de l'informatique, non? Là, ça va parce qu'en fait, c'est pas mon ordinateur qui calcule. Mon ordinateur envoie la requête, leur serveur reçoit, calcule et me renvoie ensuite. Mais par contre, oui, si j'avais travaillé sur ComfyUI ou des IA locales sur mon ordi, là, effectivement, ce serait très très gourmand et en temps et en puissance de calcul, quoi. Ok. Et pour ce clip particulier ou de manière générale, c'est quels outils d'IA que tu utilises? Alors du coup, j'ai utilisé Midjourney pour générer mes personnages, mes scènes. J'utilise aussi Sora pour du coup les animer et aussi Runway à côté. Donc en général, je vais plutôt animer avec Runway une image de Midjourney. Cette animation Runway, je la récupère, je la repasse dans Sora pour l'animer et ensuite voilà. Ouais, donc finalement, c'est beaucoup plus complexe que le point de vue extérieur de quelqu'un qui pense que c'est juste la génération d'un prompt qui va donner un clip avec ce effectivement, rendu-là. c'est juste un prompt. Tu tapes un prompt et tu génères. base, mais par contre, si derrière tu associes ça à une démarche créative, avec une volonté, un but précis, là, ça devient un autre débat parce qu'en fait, il faut penser du coup l'outil pour arriver au résultat qu'on veut. Donc vraiment, je le vois comme un outil en fait. Oui, parce que là, tu nous disais justement avant que tu étais notamment inspiré de l'univers de Tim Burton ou ce qui ressemble en tout cas. Il y a souvent finalement une vraie direction artistique derrière avec une certaine esthétique. Pour moi, il est là l'enjeu parce qu'en fait, ça nous donne accès à la création d'images que n'importe qui peut en faire d'assez bonne qualité et sans avoir des compétences techniques poussées. Mais du coup, là où il va y avoir une vraie différence, je trouve, c'est comment on met en scène des idées, comment on développe une cohérence artistique dans un projet avec de l'IA. Ok. Passons à l'œuvre suivante. Je crois que c'est toi, Amin Rachad. Donc tu es un artiste toulousain. Tu es basé à Toulouse. Pas originaire d'ici à la base. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas et en quoi consiste ton travail? Alors, je m'appelle Amin Rachad, je suis de Casablanca. Je suis venu à Toulouse à 19 ans pour faire mes études de psychologie. Du coup, après un master de psychologie, j'ai commencé à faire de l'art, d'abord en tant que musicien, puis après en tant que new media artiste, où là je vais créer des œuvres souvent XXL, des fois interactives, des fois immersives, des mappings, et je suis spécialisé en temps réel, c'est-à-dire que je vais faire des performances 3D en temps réel. Et je vais utiliser l'IA, ça fait partie de mes outils au même titre que la musique, la 3D, la narration, etc. Et je suis artiste résident à lieu commun. Oui, donc tu n'es pas qu'un artiste qui utilise l'IA, tu fais également d'autres œuvres annexes, des projections qu'on peut voir là d'ailleurs. Tout à fait. Je propose également de montrer cette œuvre que tu as réalisée, cette création à partir donc d'une célèbre œuvre. Alors ça c'est une œuvre qui a été récemment exposée au Quai des Savoirs. C'est une série de 12 œuvres qui est en développement. Et
Et l'idée ici, c'était de faire voyager le peintre à travers le temps grâce à l'intelligence artificielle et essayer d'imaginer comment il aurait peint ce tableau 100 ans plus tard en s'inspirant des nouvelles tendances culturelles, esthétiques et artistiques. Et justement, après avoir écouté Silver, est-ce que tu t'y retrouves dans les outils qu'il mentionnait? Est-ce que le process est plus ou moins le même? Est-ce que tu retrouves des ressemblances? Alors, je rejoins tout à fait Silver dans le sens où, en fait, l'IA, c'est pas juste appuyer sur un bouton, faire un prompt et on a une œuvre finale. C'est quand on a une idée assez précise, une direction artistique, un scénario et qu'on doit correspondre à ce narratif, ça peut devenir très compliqué, effectivement, de mettre la main sur, d'avoir le contrôle, en tout cas, sur toutes ces générations et tout ce narratif. Alors, je vais utiliser des outils comme Silver, c'est-à-dire des outils en ligne comme Midjourney, Sora, Runway, Crea.ai, il y en a plein. Et je vais aussi utiliser des intelligences artificielles qui sont installées localement sur mon ordinateur, comme c'est le cas ici pour Réminiscence Future. Ça a été fait avec ConfiWise, du coup basé sur le modèle Stable Diffusion de Stability AI dont tu parlais tout à l'heure. Ok, et en nombre d'heures, est-ce que c'est aussi un volume assez conséquent pour travailler avec l'IA dans ton cas? Alors, pour Réminiscence Future, j'ai fait les 3 œuvres. Ça m'a pris à peu près 2 mois de les faire parce que, en fait, j'ai été confronté à une grosse difficulté parce que je voulais un plan séquence qui fasse 1 minute de la même œuvre. Et c'est vrai que générer 1 minute en intelligence artificielle, ça peut être très, très compliqué à faire. Et surtout pour des calculs, on a plusieurs outils pour faire cette œuvre. D'abord ChatGPT pour me faire une chronologie des œuvres, etc. Après, j'ai utilisé Crea.ai pour faire ce qu'on appelle du image to image, pour passer ce tableau, lui donner une autre interprétation. Et ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle une interpolation, image interpolation, qui va permettre d'interpoler ces images entre elles. Tu es également proche de Manling, qui est une artiste chinoise basée à Toulouse. Est-ce que tu peux te présenter également pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Manling, artiste audiovisuelle d'origine chinoise, actuellement en résidence aux ateliers du 27 à Lyon-Comont. Et je viens de diplômer l'année dernière à l'ISTAT de Toulouse, c'est Beaux-Arts aussi. Et je fais de sculpture, des images, de sons, etc. J'utilise beaucoup de médiums variés pour créer une narration spéculative, pour imaginer la future proche, comment se réorganise mutuellement entre humains et non humains et les réseaux techniques. C'est pourquoi je m'intéresse à la nouvelle technologie et je ne suis pas très professionnelle dans ce domaine. Mais j'ai essayé d'utiliser l'IA pour d'abord générer les images et après, petit à petit, j'ai entraîné l'IA avec mon modélisation de 3D pour générer les rôles principaux de mon histoire. Donc voilà. Pardon. Non, c'est une présentation très complète. Je propose qu'on projette ton œuvre, le trailer de ton œuvre, et que tu nous en parles. Alors c'est une œuvre avec du son, donc je vais laisser le son sur cet extrait. À l'approche de l'annonce officielle de l'avènement complet du post-anthropocène, le Print Engineering déploiera des essaims d'androïdes biomimétiques dans les océans, les terres et la haute atmosphère mondiaux, formant un réseau matriciel dynamique de points de données pour détecter en temps réel les données environnementales et exécuter des tâches de manière autonome. Ce système s'appuie sur la technologie de production d'électricité par gradient de salinité, utilisant la différence de salinité entre l'eau douce et l'eau de mer pour convertir l'énergie comme source d'alimentation. Basé sur le protocole DNP, Dynamic Node Protocol, Bionet toujours en ligne, il intègre divers algorithmes de réseaux hétérogènes tels que la reconnaissance biométrique, l'auto
l'auto-apprentissage, la programmation neuronale et la fusion de capteurs multimodaux, réalisant des opérations de haute précision incluant l'analyse des résidus génétiques de sites d'activité humaine sous-marins, le suivi de la dispersion de la pollution des bases industrielles et militaires, ainsi que la prédiction et la réponse aux changements climatiques abrupts. Il forme un mécanisme de fonctionnement hautement automatisé pour aider l'humanité à s'adapter instantanément aux catastrophes environnementales extrêmes et à diverses mutations biologiques, permettant des choix de survie plus efficaces et rapides. Et donc, tu nous disais que ce trailer s'inscrivait dans un projet d'école, c'est ça? C'est un projet de narration spéculative. En fait, j'ai essayé de créer un monde ouvert à travers le jeu vidéo, par exemple, et le sculpture, peut-être, c'est un mix. Et donc, en fait, il y a des rôles principaux, c'est comme des machines orchidées. Et ça, c'est le résultat que j'ai généré par Midjourney. Et c'était en 2022. C'est pas très mature en ce moment-là, donc j'ai entraîné avec. Mais le micro juste à ce niveau-là, pour qu'on t'entende bien au niveau du menton. Et j'ai essayé d'entraîner des images avec mon modélisation de 3D pour le contrôle de la génération de Midjourney parce que c'est très aléatoire. Et au niveau de la génération d'images, donc là on est en centaines, on est en milliers d'images générées. C'est au niveau de la quantité d'images que tu as générées pour avoir ce rendu. Oui. Parce que tu as généré un volume très important de... 8000. 8000. Pour le résultat, environ, je collectionnais 8000. 8000. Et en fait, c'est plus... Oui. Et en termes de temps de travail, ça représentait un temps important? Oui, c'est très important parce que j'ai collectionné des images pour faire un arbre famille comme espèce. C'est comme les séries de... Arbre généalogique oui. Avec une famille, ok. Oui, je ne sais pas comment dire, mais c'est comme des espèces, mais en fait, c'est des machines. Et des machines, c'est très important dans cette histoire parce que c'est leur rôle principal, non humain, qui cherchent les traces des humains avec l'absence humaine dans le futur proche. Donc ça c'est comme inversion, on va dire, inversion de structure. Ouais. Ok, non, c'était très clair. Et donc, tu nous disais aussi que l'IA, tu avais commencé à l'utiliser avant d'arriver en France. Tu utilisais déjà ça dans ton pays natal un peu? En fait, pardon. En Chine, je veux dire? Non. En fait, c'était en France. J'ai commencé à utiliser dans le cadre de l'école? Oui. Mais dans l'école, est-ce que vous êtes nombreux à utiliser l'IA ou ça reste quand même ça reste accessoire? Non, en fait, parce que principalement, on fait beaucoup de pratiques en volume, et plastique, etc. Et pour le numérique, en fait, je suis pas très professionnelle et on n'est pas de cours comme l'universitaire précisément pour la technique. Et donc, je fais une petite recherche en ligne. Ok. Ouais. Attendez, je vais juste repartager ton œuvre. Hop. Il y a un certain délai. Attendez. Tac. Avec le son, fenêtre. Et voilà. Donc cette discussion qu'on vient d'avoir autour de vos utilisations de l'IA, comme disait quelqu'un dans le chat, elle est essentielle d'un point de vue juridique, notamment pour comprendre l'imbrication du droit d'auteur vis-à-vis de l'utilisation de l'IA. Alors actuellement, on a des questions sur cette utilisation de l'IA qui se posent en amont de la création, avec le contenu utilisé dans la base d'entraînement de l'IA. Donc quand je parlais du fonctionnement de l'IA générative, il s'entraîne sur du contenu parfois libre de droit, d'autres protégés. Donc on a des questions sur cette protection-là de ce contenu et des questions également qui se posent en aval sur la création de l'IA, des enjeux de qualification, est-ce que ça peut relever de l'œuvre de l'esprit au sens du droit d'auteur, une question de titularité aussi, est-ce qu'une IA peut revêtir la qualité d'auteur, et justement on a avec nous, je crois,
dans la visioconférence Maître Gérard Haas, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et droit du numérique, avocat parisien. Maître, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Bonjour à tous. Vous m'entendez aussi? Oui, parfait. Bonjour Gérard, merci d'avoir joué le jeu, vraiment. Tu as vu Avec nos gestes plaisir. comme ils sont bien, tu as vu? Donc je tiens à Oui. présenter Gérard qui fait partie de notre comité scientifique et qui est celui qui nous a soutenus dès l'origine sur nos travaux qui encouragent la recherche en droit et aujourd'hui les CAFEIA. Et je tiens à lui dire merci. Merci France, merci. C'est ça l'amitié. Justement, Maître, est-ce que vous avez des premiers éléments de réponse à adresser justement aux artistes présents? Je pense notamment sur la qualification de leur création en droit français. C'est une question difficile. Ouais, en tout cas, là, non, ce n'est pas une question difficile, c'est une réponse difficile. En fait, ce qui était très intéressant, c'est que vos artistes, lorsqu'ils sont intervenus sur votre plateau et quand ils nous ont montré leur réalisation, vous ont expliqué en quoi consistait leur travail et tout ce qu'ils ont apporté de plus par rapport à ce que leur fournissait l'outil qui était l'intelligence artificielle. Donc, si vous voulez, ce qui est protégeable, c'est tout ce qu'ils ont fait en plus. L'outil en tant que tel, c'est comme un pinceau. Jamais un artiste, et on n'a jamais reconnu de protection au pinceau ou à la toile ou aux couleurs. En revanche, le travail qu'ils ont fait et cette expression qu'ils ont mis en place, toute cette singularité, elle est susceptible d'être protégée à partir du moment où elle devient originale et qu'elle emporte l'empreinte de leur personnalité. Donc, ce qui moi m'a formidablement intéressé, c'était de comprendre quel a été leur travail et qu'est-ce qu'ils ont fait en plus et qu'est-ce qu'ils ont apporté au-delà de la création artificielle. Parce que la créativité artificielle en tant que telle n'est pas protégeable. Comme l'a dit un de vos intervenants tout à l'heure, lorsqu'il fait un prompt, ce que d'autres personnes pourraient faire, il lui demande de s'inspirer à la manière d'eux, il récupère ensuite cela et ensuite il commence à travailler. Et c'est ce travail qui va permettre d'être protégé. Dans le parcours, si vous voulez, des litiges qu'il y a eu autour des... Et justement, sur ce... Pardon, je vous écoute. Attendez, ça coupe un peu. Non, ça avait coupé. Vous parlez de litige. Oui, je disais que dans d'autres domaines que la musique, mais notamment dans le domaine de la peinture, on a eu c'est l'affaire Jason Allen. On avait notamment, si vous voulez, un artiste qui était intervenu dans un concours avec plusieurs peintres et lui, il avait présenté une création qui était artificielle. Et donc, il avait même eu le premier prix, et puis ensuite, il a été il ne l'a pas reçu parce que ça avait été une création artificielle. Et ce qu'il avait présenté, on lui avait dit, mais c'est fait par, c'est artificiel, donc ça n'est pas protégeable en tant que tel. Alors, en revanche, ce qui est intéressant, c'est que tous vos intervenants ont démontré qu'ils avaient travaillé, que ça leur avait pris du temps. Et donc, si on veut avoir accès à ça, il pourrait y avoir une monétisation autour de ça. Et cette monétisation, elle a une valeur, mais cette valeur, ils ne l'auront pas autour de la propriété intellectuelle, sauf à démontrer que les ressources qu'ils ont piochées, elles ne sont pas, si vous voulez, standards. Et quelle est la part, si vous voulez, qui est originale, qui est dans leur travail. Mais donc, si vous faites à la manière d'eux, bah, c'est de la copie. Alors, soit c'est dans le domaine public et vous pouvez le réutiliser, il faudra apporter la preuve d'une originalité. Nous, dans le domaine juridique, on doit apporter la preuve qu'il y a une originalité. Elle succombe dès lors que c'est artificiel. Mais Gérard, on a également la décision du 30 janvier 2025 de l'Office de copyright américain qui est très intéressant et qui rejoint complètement ce que tu dis, puisqu'il a accepté la demande d'enregistrement de la création A Single Piece of American Cheese qui avait été réalisée à l'aide de l'IA, et il y avait une société, c'était la société Invoke, je crois. Et en fait, ils se sont complètement appuyés en fonction de ce qui nous a été dit par ces jeunes artistes aujourd'hui, sur l'ensemble de la documentation qui a été fournie, qui permet d'établir une contribution humaine suffisante. Et c'est là où le droit rencontre les artistes, puisque là, on doit les aider et leur dire que cette décision, elle est cruciale, même si c'est une décision américaine, parce qu'elle conserve la même grille d'interprétation que dans les autres décisions de rejet que tu as citées. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le niveau de contribution humaine, il est essentiel afin de reconnaître la paternité d'une œuvre à l'utilisateur de l'IA. Mais on a derrière d'autres problèmes.
C'est-à-dire que sur le partage de la valeur, on va avoir les plateformes, on va avoir la standardisation de la créativité, on va avoir les problèmes également de complexité, il n'y a pas que le droit d'auteur, il y a les droits voisins, il y a les problèmes de droit de la concurrence. J'ai beaucoup apprécié l'image qui a été montrée par Antoine sur Ghibli, le à la manière de, ou même quand tu fais un prompt où tu ne mets pas à la manière de, l'IA, de fait de son fonctionnement, de sa base de données d'apprentissage, peut produire du résultat qui peut être potentiellement contrefaisant ou, on va dire, parasitaire. Donc, derrière ce dont tous ceux qui nous écoutent doivent avoir conscience, c'est l'utilisateur qui porte la responsabilité en fonction des conditions générales d'utilisation. Donc, c'est pas de la magie. L'utilisateur, c'est aussi l'artiste. Oui, l'utilisateur est aussi l'artiste. Donc, on a beaucoup de jeunes dans la salle. Il faut qu'ils en soient aussi conscients. C'est que si on utilise des outils dont on ne sait pas se saisir, dont on ne lit pas la documentation juridique, il peut aussi arriver qu'au niveau des outputs et des œuvres générées, il n'y ait pas la possibilité de commercialisation. Donc, attention. Et je sais qu'on a un universitaire dans la salle, je ne sais pas s'il s'est mis en ligne. Je sais que j'ai un professeur d'université qui a demandé à participer. Je crois qu'il participe en ligne. En tout cas, moi, ce que je voudrais dire, France, pour juste aller et continuer sur ce que tu dis, c'est que effectivement, donc on est d'accord, c'est aux artistes à montrer qu'au-delà simplement de l'utilisation de l'outil et d'avoir établi un prompt, etc., eux, ils sont participés dans le processus créatif. Donc, il y a 3 choses à faire quand on est artiste et qu'on voudrait monnayer son travail. La première chose, c'est documenter le processus créatif et pouvoir, en fait, le justifier. De vérifier les licences et les sources. Justifier les licences et les sources. J'entends un retour. Pouvoir vérifier les licences et les sources et de montrer un petit peu, quand on dit à la manière d'eux, donc c'est justement, est-ce que la base sur laquelle on va se documenter, elle est dans le domaine public ou elle a été piochée chez quelqu'un d'autre et est-ce qu'on pouvait le faire? Et enfin, protéger tout ça avec des licences, c'est un des biais qui est important. Ouais. Voilà, donc alors, ça c'est un vrai enjeu. Moi, je travaille beaucoup avec des sociétés qui font de la recherche dans la musique et il y a tout un parcours et justement aujourd'hui, on a plein de moyens qui montrent où est véritablement la valeur de l'artiste. Je pense notamment à la fameuse œuvre qui est, si tu veux, la base de tout, c'est Farinelli. La film Farinelli a été construit. Le Farinelli ne chante pas. Le personnage de Farinelli est une pure création d'une IA. Mais regarde un petit peu tout ce qu'on est arrivé à faire et qui est tout à fait particulier et qui est en tant que tel une œuvre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir après dans la musique, mais ça, ce ne sera pas forcément aujourd'hui, on fera un café IA et avec Stigler très certainement, c'est est-ce que l'IA peut aller au-delà de la partition, toute la problématique de l'interprétation. Mais revenons au droit, Antoine, et moi j'ai hâte de voir les slides suivantes parce que je les ai vues et je voudrais qu'on regarde plus précisément l'apport du CSPLA et les problématiques que nous avons de pillage des œuvres des artistes aussi. Parce que là, on voit nos jeunes artistes qui créent, qui ont besoin de ce partage de la valeur, mais on a aussi besoin de parler de ceux qu'on voit moins et qui font l'objet aujourd'hui d'une extraction, parce que l'IA, on va dire, c'est une métatechnologie transformatrice du droit, mais qui est surtout extractive. Donc là, dans le rapport de force, Antoine, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Alors justement, et vous pourrez me corriger avec Maître Gérard Haas, la directive droit d'auteur donc du 17 avril 2019 prévoit une exception au droit d'auteur. Une exception, puisque le principe du droit d'auteur, le principe fondamental, est celui de l'autorisation préalable à l'exploitation de l'œuvre, puisque l'auteur jouit sur son œuvre du fait de sa création d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Or, ici, avec cette directive de 2019, une exception a été posée, celle de la fouille de textes et de données. C'est-à-dire qu'une IA, un modèle d'IA, peut utiliser dans sa base d'entraînement des œuvres protégées accessibles de manière licite, et j'insiste bien sur cette précision, accessibles de manière licite. Alors dans 2 cas, le premier, fouille réalisée à des fins de recherche scientifique, donc exception classique, sur laquelle je ne reviendrai pas spécifiquement ici, mais également qu'importe la finalité, à condition que le titulaire des droits n'ait pas expressément indiqué qu'il refusait cet usage par un procédé lisible par machine, ce que je n'ai pas écrit ici. C'est ce qui fait que tout document aujourd'hui utilisé par de l'intelligence artificielle, et notamment tous les éléments qui ont été piochés par nos artistes, fait qu'ils peuvent l'être, et normalement, ils sont protégés par ce qu'on appelle le fair use.
de l'autre côté aux États-Unis. Donc on a le pendant autour de ça. Oui, c'est une véritable exception. Après, c'est chaque auteur. Alors on peut aujourd'hui s'opposer à la fouille de texte en mettant ce qu'on appelle un opt-out et l'interdire. Mais toutes les créations passées. Vous avez aussi un autre cas qui était très intéressant. Vous avez un artiste qui a voulu déposer donc toutes les notes de musique et qui a fait toutes les compositions possibles et inimaginables et qui a voulu les faire protéger. Il s'est fait blackbouler, on lui a dit il va te faire voir, c'est pas possible. Mais donc oui, il y a de vrais enjeux. Non, ce qui est intéressant dans ce que font nos artistes, c'est toute la singularité qu'ils apportent en plus de la créativité artificielle qui, elle, n'est protégeable par rien. C'est mon point de vue. Antoine, au niveau de l'opt-out, est-ce qu'on n'est pas en train de faire peser sur les artistes la preuve impossible? Parce qu'on a regardé que l'opt-out en pratique, si tu es seul, tu as du mal à l'exercer. Qu'est-ce que vous nous avez préparé là-dessus? Dites-nous tout. Sur l'opt-out, justement, si on devait, je pense, le résumer en une phrase, ça serait concrètement, si je ne dis pas non, c'est oui. C'est une logique inverse à celle posée par le principe du droit d'auteur dont je parlais juste avant. Finalement, on pourrait dire aussi que le silence... La donnée est une exception qui est prévue dans le droit français aussi. Ça va transformer nos artistes en juristes, mais souvent les artistes sont un peu bohèmes et ont du mal à préserver leurs droits. C'est ce que j'avais entendu, c'était la formulation « le silence vaut licence » que je trouvais sympathique. Mais non, sur ce mécanisme d'opt-out, en réalité, je trouve qu'il y a plusieurs points qui sont sujets à débat. Celui déjà de l'accessibilité de manière licite. Il est certain et admis aujourd'hui que la plupart des bases d'entraînement d'IA contiennent du contenu piraté, en millions de données même. C'est précisément l'objet on va dire, du litige aujourd'hui qui sera plaidé à Londres et qui nous donnera à nous des lignes directrices en tant qu'avocats pour voir où placer le curseur entre la collecte licite, le scrapping autorisé ou pas, et ce rapport de force inégal. Aujourd'hui, Stability AI, ce qu'il va opposer, c'est le fair use, mais pas que. Ce qu'il va opposer, c'est toutes les exceptions qu'il va pouvoir avoir. Et aujourd'hui, il y a une grande ligne, notamment en France avec le CSPLA, qui demande la transparence des bases de données d'apprentissage et de justifier justement de la licéité de la collecte. Pardon, bonjour France, bonjour maîtresse, Jacques Bardou. J'ai une question qui me taraude depuis un moment, que je m'intéresse à la question. Quelle est la place du droit moral de l'artiste par rapport à la directive? Je suis d'accord avec vous, c'est là où on gagnera les procès, c'est pas sur le reste. Le droit patrimonial, il est foutu. On n'y arrivera pas. Comme l'a dit France, on est face à ce phénomène de la preuve impossible. En revanche, sur le droit moral, effectivement, il y a beaucoup de choses et je suis assez surpris et étonné que personne n'y ait pensé encore. Et a engagé des points. Encore faut-il... Ou l'enrichissement sans cause, Gérard. Même l'enrichissement sans cause. Oui, alors je suis tout à fait d'accord. Et tu sais que dans les dernières décisions qui ont été engagées, notamment aux États-Unis, j'ai été très surpris et très intéressé de voir que c'était le point qui ressortait d'une demande d'enrichissement sans cause. Oui, c'est très intéressant. Ça Et par ailleurs, dans certaines circonstances, il y a aussi la question des droits de la personnalité. Bien sûr. Le droit à l'image. Dans certaines circonstances. Toujours. Est-ce qu'on peut laisser Antoine continuer? On va voir, parce qu'Antoine a préparé plein de bonnes choses. Moi, je veux qu'il déroule. Non, tout simplement, ce qu'on disait sur les problématiques de l'opt-out que je soulignais, il y avait donc ce premier point sur le contenu piraté. Je voulais aussi insister sur la mise en pratique de l'opt-out, puisque les textes ne donnent pas véritablement de lignes pratiques sur l'exercice de l'opt-out. Alors, il y a un procédé qui marche assez bien apparemment, c'est l'insertion d'un fichier texte sur son site qui permettrait de faire barrière à l'IA, mais ce n'est pas 100% fiable. Donc il y a cette problématique, je trouve, de mise en pratique de l'opt-out et surtout le point de la transparence, puisque le RIA impose aux fournisseurs d'IA, donc le RIA, c'est le règlement européen sur l'IA adopté en 2024, pose une obligation de transparence aux fournisseurs d'IA, qui doivent mettre en place une politique claire afin de pouvoir identifier et exercer le droit de retrait, donc l'opt-out, de l'ayant droit, de l'auteur. Et pour ce faire, elles doivent également élaborer et mettre à disposition des auteurs ayant droit un résumé suffisamment détaillé.
Et là encore, j'insiste là-dessus, sur le terme de résumé suffisamment détaillé. En réalité, cette terminologie, elle n'est pas due au hasard, c'est un bras de fer entre deux camps opposés, celui des fournisseurs d'IA qui craignent de devoir trop en dire, et celui des auteurs et créateurs qui, de l'autre côté, jugent la disposition trop floue, trop large, à tel point qu'elle serait inefficace. Donc on est sur ce résumé d'ailleurs qui n'a pas encore été communiqué par le bureau de l'IA, qui a du retard sur la question, et ce résumé, le contenu de ce résumé pose de sérieux doutes sur la mise en place, en tout cas sur le respect de cette obligation de transparence, qui est vraiment cruciale pour pouvoir exercer l'opt-out derrière. Un ayant droit qui n'a pas connaissance de l'utilisation de son œuvre peut difficilement démontrer l'utilisation de l'œuvre en entraînement par l'IA. Alors, quelles sont les solutions? Parce qu'on en connaît quelques-unes dans le rapport du CSPLA, qui a rendu son rapport, et je crois que ça va être présenté au Sénat le 23 juin. On est en train de nous parler de gestion individuelle adossée à une gestion collective. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus aujourd'hui? En droit d'auteur, à ce stade, donc le principe, c'est celui de la rémunération proportionnelle. Vous pourrez me corriger si je me trompe sur ce point-là, sauf exception lorsque l'assiette de la rémunération ne peut pas être précisément déterminée. Là, on partirait donc sur une voie dérogatoire, celle de la rémunération forfaitaire, en sachant, je crois, que les deux peuvent être amenés à se compléter. Et dans le cadre du rapport, donc le projet de rapport du CSPLA, qui est le Conseil supérieur de la propriété littéraire artistique, où notamment fait partie la professeure de droit Alexandra Bensamoun, qui a beaucoup écrit sur le sujet. Ce projet de rapport se penche sur la question de la rémunération des contenus utilisés par l'IA. Il sera présenté en assemblée plénière fin juin. Et il a soumis à sondage les différents modes de rémunération donc, que vous voyez là aux auteurs ayant droit. Alors, ce que vous voyez, ce qui ressort nettement, c'est la gestion collective volontaire. La gestion collective volontaire, c'est celle exercée par les organismes de gestion collective tels la SACEM, la SCAD, la DAGP. Et la gestion individuelle plus classique, celle de l'auteur qui négocie directement avec l'exploitant la rémunération de l'exploitation de son œuvre. Alors, la première, elle a un avantage, la liberté contractuelle, comment dire, si l'auteur a un poids suffisant, une marge de manœuvre suffisante pour imposer un rapport de force avec le fournisseur d'IA, ce qui est rarement le cas. Donc, on penche sur la deuxième également, qui est la gestion collective volontaire. Alors, ces deux choix, le rapport justement privilégie ces deux-là, qui est celle, donc je le disais, d'organismes représentants, celle de la SACEM par exemple. SACEM qui a d'ailleurs exercé son droit d'opt-out sur l'ensemble de son répertoire en 2023, et qui désormais impose, donc, par l'exercice de l'opt-out, la négociation d'une rémunération pour exploiter les œuvres de son répertoire avec les différents modèles d'IA qu'on connaît bien. Donc là, on va avoir la souplesse de l'outil contractuel, mais est-ce qu'il est réaliste pour des jeunes artistes d'arriver à rentrer dans cette chaîne de valeur avec des droits aussi complexes, avec une nécessité de négocier et avec parfois des organismes de gestion collective qui ne sont pas toujours au rendez-vous. C'est compliqué. Il y a le principe de liberté, bon, je veux bien la solidarité, mais ce n'est pas si simple de défendre ses droits parce que comment on va négocier le prix? Il va y avoir une pluralité de critères, c'est quelle est la destination du SIA, à quelle phase je me retrouve, la substitution, est-ce que ça peut couvrir toutes les utilisations de contenu culturel? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une métamorphose du droit d'auteur? Est-ce que le droit d'auteur qu'on défend, parce que ça défend aussi, nous, notre patrimoine culturel, notre singularité, le fait qu'on soit sur du droit romano-germanique et non pas du droit du précédent, qu'on a un patrimoine, un actif immatériel important, est-ce qu'il n'est pas temps justement de défendre notre singularité? Parce que sinon, les LLM qui sont majoritairement des outils qui correspondent à du droit anglo-saxon et qui sont détenus par des monopoles vont imposer la loi du plus fort. C'est un peu le contexte géopolitique dans lequel on se trouve, où on a la loi du marché qui fait sa loi. Donc ce rapport de force, il est inégal. Et en Europe, on essaie on va dire d'apporter la justice, c'est aussi d'apporter un équilibre, d'essayer d'apporter des correctifs. Et c'est tout l'enjeu à l'heure actuelle du droit pour l'innovation et non pas du droit contre l'innovation. C'est-à-dire que le droit, ce n'est pas une contrainte là. Le droit, c'est le gardien des promesses. Le droit, c'est ce qui va nous permettre d'opposer au réel et au virtuel d'ailleurs et au numérique, à cette société automatique qui se profile, l'élégance, la beauté, mais aussi le partage de la valeur. Donc, il va falloir se battre là-dessus. France, moi, je suis tout à fait, pourquoi pas,
et toute solution. Après, les licences légales, ça a toujours été un léviathan qui a toujours été mis en avant quand on n'avait pas de réponse et qu'on essayait de désespérer. Mais partons avec cette idée. Donc, à supposer qu'on considère qu'il faille payer une licence globale en amont de toute création. Est-ce que tes artistes qui sont sur le plateau, qui sont allés piocher et pour pouvoir faire leur réalisation, toutes leurs présentations, sont prêts à payer déjà une licence pour pouvoir utiliser ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils seraient prêts à le payer et est-ce qu'ils seraient prêts ensuite à être rémunérés une fois qu'ils auraient payé, eux aussi, leur créativité par une licence légale? Juste concrètement, tu vois, posons la question. Posons-leur la question. Posez-leur la question. C'est important ce que vient de dire Gérard. C'est le réel, ça. On est dans une voilà. Parce qu'en fait, on n'est pas sur du commun. Il y a peut-être des solutions qui pourraient se dégager. Supposons qu'on les mette en place. Est-ce qu'en fait, si on mettait ce débat-là en place, nos pilleurs qui sont sur le plateau, seront-ils prêts à payer? Je polémique exprès. La règle Nemo Auditour pour nos juristes qui nous écoutent. Pour vous répondre, du coup, là, moi, je vous dirais que ça dépend déjà du taux de rémunération qu'on pourrait toucher. Ça dépend du prix de la licence. Est-ce que vous seriez prêt à payer pour pouvoir faire sur le papier, non. Là, j'ai pas besoin de payer. Donc, si on me demande de payer, évidemment, je trouve que c'est une régression. Si derrière, ça me permet de toucher mes droits, etc., c'est peut-être un système que je vais pas pouvoir refuser. Mais dans l'idéal, non, je trouve que c'est pas une super formule. Très bien. Et les autres? Et les autres? Alors, moi, je ne serais pas contre payer une licence. Alors, quand vous parlez d'une licence, c'est une licence qui reviendrait aux artistes dont l'IA a été entraînée, c'est ça? Oui, en amont, quand vous allez piocher, si vous voulez tout pour faire vos créations en amont, vous payerez une licence. Et ensuite, ceux qui voudraient utiliser ce que vous avez fait, vous verserez aussi une licence. Oui, moi, je trouverais ça juste dans la mesure où il y a une réelle transparence. Parce qu'on paye déjà des abonnements à ces fournisseurs de services d'IA, mais effectivement, ça serait plus juste qu'il y ait une partie qu'on pourrait considérer dans cet abonnement qui serait rétribuée aux artistes en fonction de l'activation dans le prompt d'un style qui leur appartient ou d'une œuvre qui leur appartient. Et vous seriez prêt à voir... Pas Vermeer, oui, Vermeer, il n'est plus là, mais... C'est la lumière, Vermeer. Est-ce que vous il est dans le domaine public, là, vous pouvez l'utiliser, Vermeer. Ouais. Vermeer, il est dans le domaine public, tout le monde peut l'utiliser. On a plein de choses dans le domaine public. Est-ce que vous seriez prêt à faire appel à un tiers de confiance, parce que la gestion individuelle et la négociation individuelle qui se traduit par, on va dire, la question de conclusion de licence non exclusive, c'est toujours un peu délicat, c'est compliqué. Est-ce que vous seriez prêt à avoir un tiers de confiance qui vous aide et qui vous donne, qui adapte le prix en fonction de chaque situation, en fonction de la taille économique aussi? Peut-être dans ce que j'ai entendu, je ne veux pas payer parce que je suis tout petit. Mais est-ce que ça peut être une bonne solution? La SACEM IA, je lis ça en ligne, c'est assez drôle d'ailleurs, il a raison. Ça peut être une solution effectivement parce que étant moi-même artiste qui n'utilise pas que l'IA dans mon processus, je trouverais quand même juste qu'il y ait une rétribution en fonction des inspirations. Mais c'est vrai que typiquement moi je suis aussi adhérent à la SACEM en tant qu'auteur-compositeur. Et je suis bien content de recevoir mes royalties chaque 3 mois. Du coup, pourquoi ne pas appliquer ça aussi à l'IA en fonction de sorte de prorata d'utilisation des artistes? Parce que personne n'a fait un data space culturel à ce stade sur lequel on pourrait se brancher avec des œuvres sur lesquelles certains artistes seraient d'accord d'abonder. C'est peut-être des choses à suggérer. De toute façon, tout l'écosystème est en plein mouvement. Non, mais tu vois, tout à l'heure, ce qui était fait, c'est-à-dire on a 2 solutions qui sont intéressantes et puis des positions après à avoir auprès des auteurs, des artistes. Les droits patrimoniaux avec cette possibilité de cette licence légale ou qui pourrait être intéressante. Et puis, de l'autre côté, on base tout ça en disant que de toute manière, c'est un vœu pieux et qui n'ira jamais très loin. Et se poser la question de dire que finalement, comme l'a dit notre artiste sur le plateau, il a fait une inspiration qu'il a mis en forme une singularité et une protection par le droit moral. Avec l'idée aussi que si le droit moral est bon pour eux, il était bon aussi pour ceux qu'ils ont pillés s'ils avaient des droits.
et qu'on ne peut pas s'en exonérer. Mais voilà, donc, mais j'adore, hein, c'est un vrai débat où chacun doit être responsable. C'est ça le débat. Antoine, eh bien oui, Antoine, c'est que tout l'écosystème doit monter en valeur pour défendre autre chose que son précaré aussi. Donc Antoine, qu'est-ce que vous nous avez préparé d'autre? La question, donc on vient de voir sur la qualification de l'œuvre à la sortie. Je voulais également qu'on aborde un point, notamment Maître Gérard Haas. C'était celui, je crois qu'on n'en a pas parlé juste avant, celui de la contrefaçon. Dans le cadre notamment du studio Ghibli, qu'est-ce que vous avez à répondre à un artiste qui s'inquiète de la création d'une œuvre à la manière d'eux? Que prévoit le droit à ce sujet? Tout dépend, en fait, si vous voulez, à la manière d'eux, dans le cas que vous énumérez, il y avait un studio, enfin, si vous voulez, derrière ça, il y avait des auteurs qui demandaient, qui ont dit vous me pillez, et qui se sont opposés un petit peu à cette liberté d'expression, parce qu'ils disaient nous on crée, et pour pouvoir avoir accès à nos réalisations, il faut payer la licence. Donc c'est là, dans ce système-là, la licence globale a un intérêt parce que ça permettrait de pouvoir suivre une inspiration à la manière d'eux. Donc ils ont une possibilité aujourd'hui, des studios Ghibli, de dire on interdit l'utilisation de nos images pour le futur. Pour le passé, ça posera un débat et il faudra peut-être une action judiciaire s'ils veulent le revendiquer. Mais au niveau du droit moral, c'est quand même, je trouve que c'est intéressant. Donc, il y aurait une possibilité d'agir. En tout cas, alors, prenons cet exemple. Si moi, j'avais, avec France, on décidait d'agir pour les studios Ghibli. Je pense que pour le passé, ça serait compliqué, étant précisé qu'il y avait toutes ces exceptions qui étaient mises en place. Pour le futur, ils s'y sont opposés. Et donc, pour le futur, je pense que par le droit moral, on aurait des actions en contrefaçon qui seraient riches. Ou la concurrence parasitaire. La concurrence parasitaire fonctionne aussi. Oui, dans aussi, le cadre d'une exploitation commerciale. C'est à la manière de, oui, pourquoi pas. Oui, parce que le droit d'auteur, on va dire. C'est la rançon de la gloire. Une représentation formelle. Tous les artistes que je connais, et chaque fois qu'on a voulu engager des actions, ils m'ont toujours indiqué, écoutez, ça va avoir des coûts et tout, c'est la rançon de la gloire, etc. Finalement, je montre que je suis inspirant, et moi-même, je me suis inspiré, et puis donc, mais bon, voilà. Donc, moi, j'ai une question, je me demande si quelque part, on ne va pas évoluer sur le droit d'auteur qui ne va plus occuper qu'un strapontin, et à se demander si on peut évoluer sur la notion de commun by design, c'est-à-dire non réservable par des droits de propriété intellectuelle. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème de droit d'auteur, mais de droit voisin qui serait peut-être réservable et davantage protecteur. J'aimerais, France, ça serait peut-être une piste. Oui, j'aimerais revenir sur un point, quand on parlait de la qualification de l'œuvre à la sortie, donc on parlait du critère essentiel de l'originalité avec Maître Gérard Haas. On a déjà eu un précédent, alors en droit des brevets. Jacques, je crois que tu es sur ce sujet-là, tu avais quelques éléments. Un précédent, mais en droit des brevets, donc c'est une approche différente sur la qualité d'inventeur attribuée à une IA ou non. Lorsqu'on a préparé cette petite réunion, je m'interrogeais sur un phénomène parallèle qui tient également au progrès technologique qui vient se jeter sur notre face. Et la question s'est posée aux États-Unis, elle s'est posée en Afrique du Sud, elle s'est posée devant l'Office européen des brevets, de savoir si on pouvait qualifier une intelligence artificielle d'inventeur et lui conférer le statut d'inventeur. Alors, une chose est claire, comparaison n'est peut-être pas raison, c'est que l'Office européen des brevets, à 2 reprises, a bien indiqué que ne peut être inventeur qu'une personne physique. Ce qui est déjà dans la loi des brevets depuis longtemps. Donc, une intelligence artificielle ne peut pas avoir le statut d'inventeur. Et je pense que la solution est la même en matière de droit d'auteur. On ne peut pas conférer la qualité d'auteur à une intelligence artificielle. Mais enfin, peut-être que Maître Haas a non, je suis d'accord avec ça, mais c'est évident. Pour être auteur, il faut être une personne physique, ce que n'est pas une machine, ni un outil. Oui. Et justement, sur le droit des brevets, l'OEB, donc l'Office des brevets américain, a donné des lignes directrices en 2024,
qui indiquait justement... C'est le Copyright Office. Le Copyright Office, justement, sur cette... Antoine, ils font toujours la même démarche que vous avez expliqué en amont, c'est-à-dire, et qu'on dit vos artistes sur le plateau, c'est-à-dire qu'on distingue ce qui est la création artificielle et ce qui est la création humaine. Et donc, cette co-création, on reconnaît sur la co-création une protection à l'humain. Et donc, on va demander, c'est pour ça que ce qui est important, et pour nous, juristes et professionnels du droit, c'est de bien aider nos artistes en leur disant il faut à tout prix que vous manifestiez, que vous présentiez votre document, donc de documenter votre processus créatif pour montrer où se passe la partie et l'empreinte de votre personnalité pour vous aider à la protéger. Là-dessus, on pourra vous protéger. Dans les autres cas, ça va être compliqué. Et c'est ce qu'on a vu dans les décisions de l'US Copyright. Mais si on veut, les demandeurs ça n'a jamais été protégé sur la partie de la création artificielle, mais toujours, par exemple, on avait le cas avec un scénario, une réalisation qui avait été faite à partir d'une vidéo créée à partir de Sora, et en fait, ce qui a été distingué, ce qui est de Sora n'est pas protégeable, le scénario en tant que tel, qui était fait par un humain, était protégé. D'où cette complémentarité homme-machine qui permet d'avoir une protection dès lors qu'on peut identifier ce qui a été fait par l'humain et que c'est en tant que tel original. Et c'est pour ça qu'il faut toujours rappeler que l'IA, elle ne peut imiter qu'en surface, c'est-à-dire qu'il faut toujours revenir aux fondamentaux. Aujourd'hui, on parle de la création véritable, c'est l'intentionnalité humaine parce qu'elle a une profondeur existentielle. On revient au grand principe, c'est ça, c'est l'incarnation. Et le rôle de l'intention artistique, il y a aussi cette notion de vérité, c'est que l'intelligence artificielle, elle n'a pas d'intention consciente, du moins à ce stade. C'est un processus de reproduction, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle ne raisonne pas, elle calcule, c'est le langage des probables. La musique, ce n'est pas un langage, il y a des choses, aller au-delà de la partition. On vous parle d'interprétation, on vous parle d'incarnation. C'est ça qui va être important, c'est ces notions de perception. C'est ces notions de vérité artistique aussi qu'on a tendance à oublier. Et pas être simplement dans une logique, se laisser enfermer dans une logique de calcul ou de petit calcul. Et ce qui va compter pour que la création continue de perdurer, c'est cette notion de partage de la valeur et d'équité. Et là, le droit est là pour les artistes pour vous aider à retrouver justement la bonne boussole. Et on va essayer de vous y aider. Alors, Antoine, vous avez fini sur quoi? Parce que vous nous avez apporté vraiment beaucoup de bonheur. Je tiens à vous féliciter parce que vous êtes donné du mal. Il n'y avait pas que vous. Je sais qu'il y avait Jade, je sais qu'il y avait Arthur, je sais qu'il y avait Morgane, je sais qu'il y avait Jacques qui vous a beaucoup aidé. Je voudrais qu'on félicite un peu nos jeunes talents qui se sont donné du mal, les artistes qui ont accepté de jouer le jeu et de venir nous expliquer comment ils créent avec l'IA. On n'est pas contre l'IA, on fait les choses avec. Dans ce tapis roulant qui avance à toute vitesse, on doit tous créer de la valeur et défendre une vérité. Alors, France, écoutez, merci pour cette conclusion. Je crois qu'on a fait le tour des différents enjeux juridiques, que ce soit la titularité, la qualification, la protection des œuvres ingérées dans l'IA. Je crois qu'on a vu à peu près le périmètre. Les débats vont se poursuivre parce que je crois qu'il y a quelques ACAP en suivant. Certainement. Oui, certainement. Et puis surtout, on va essayer d'inviter d'autres artistes au niveau de nos cafés IA, de DataRing. Nous ne faisons pas que le droit à la création, la propriété intellectuelle. Nous nous intéressons au cas d'usage de l'IA sous toutes leurs formes. Et à la rentrée en septembre, j'aurai sûrement le plaisir d'avoir mon acolyte Gérard, parce qu'il va être convié, je vais lui faire la surprise aujourd'hui. Eh bien, c'est qu'au mois de septembre, à partir du 22, nous travaillerons sur les autres cas d'usage de l'IA avec des experts en intelligence artificielle, sur tout ce qui va concerner le marketing digital, la communication digitale, comment faire connaître vos œuvres aussi et comment on diffuse tout cela. Et donc, ça, ce qui va nous intéresser un moment, vous verrez que nous n'avons pas de frontières, que nous nous intéressons absolument à tout. Et je tiens absolument à remercier tous les bénévoles de l'association DataRing et également nos partenaires, nos soutiens qui sont là depuis très longtemps. Je pense à la métropole, je pense à la région, je pense également au département de France, parce qu'on fait des guides pour les familles. On essaie de retrouver la boussole. C'est pas si simple et la petite lumière, on va essayer de la défendre parce que personne n'a le droit de nous éteindre, ne fût-ce pour une simple logique de petit calcul. Écoutez, merci France pour cette conclusion. J'aimerais remercier l'ensemble des spectateurs en distanciel ou en présentiel, également les intervenants. J'aimerais remercier chaleureusement Maître Gérard Haas d'être intervenu sur la partie juridique. Et puis bravo pour tout ce que vous avez fait, parce que tout ce que vous avez dit est absolument vrai. C'était les points
qu'il fallait mettre en avant, que vous avez pointé du doigt. Et effectivement, après, on a cette rencontre avec le concret et puis aussi ces possibilités des uns et des autres. Hein. Et c'était vraiment passionnant. Bravo à vous, Antoine, et à toute votre équipe. Et bravo à la... Merci encore. Gérard, on l'aura peut-être notre action collective. Je te devine, Gérard, je te devine. Il va falloir également, se mettre debout tous. Il va falloir France, j'aimerais également remercier le cabinet Altige, qui est donc partenaire de l'association et qui s'occupe de toutes ces questions qu'on vient d'aborder ici, des questions en droit d'auteur, droit des artistes-interprètes également, mais plus généralement aussi sur le droit du numérique, le capital immatériel. Et j'aimerais aussi remercier les 3 intervenants créatifs, donc Amin Rachad, Manling Xue et Silver pour votre présence. En tout cas, merci encore et on se retrouve, je ne sais pas encore, très bientôt avec des podcasts, plein de surprises. Écoutez-nous, likez-nous, partagez-nous et rejoignez-nous surtout parce que j'entends le langage subliminal de Gérard. Nous aurons peut-être des jolis combats à la rentrée. Oui, il y a plein de jolis combats. Et puis, le droit de moral, je suis très friand là-dessus. Hein. Je le fonce tout de suite. Hein. J'y vais avec toi si tu veux. Ah, mais on va y aller. Donc, n'oubliez jamais que l'art, la création, le droit, c'est ce qui résiste au pire pour le meilleur. L'enrichissement sans cause aussi, c'est une très belle... oui, le droit est l'école de l'imagination. Ça fait aussi, c'est pas un art, mais c'est un fondement. Certains ont tendance à l'oublier. À tous, merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.